Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Toi, Éric, ça va? Oui, ça va super bien. Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'est dit qu'on reparlera encore avec Michel Vigneault, avec qui on avait parlé de sport. Sauf que, tu sais, Michel, son doctorat, lui, dans le fond, c'est dans le domaine du hockey, dans l'histoire des sports, l'histoire du hockey assez spécifiquement. Puis le hockey, tu sais, au Québec, là, c'est quand même assez important. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on pourra en parler assez longtemps, là. On va en parler tellement longtemps qu'on a fait que des débuts jusqu'à environ 1910-1911, là, qui portent principalement sur la thèse que Michel a fait. Puis c'était quand même assez long qu'on va en faire deux parties. Il y aura une partie 1 cette semaine on vous présente, puis la partie 2 sera la semaine prochaine. Alors, on passe tout de suite d'entrée de jeu avec notre invité Michel Vigneault. Alors, on est en compagnie de Michel Vigneault, professeur d'histoire des sports. Alors, Michel, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel, c'est le fun de vous revoir. Oui, C'est on pas va plus longtemps. Ouais, c'est ça. On s'était vu une première fois pour parler de l'histoire des sports d'été. Et tel que promis, Michel nous avait dit qu'il était pour revenir nous raconter l'histoire du hockey. Histoire très passionnante, là. Bon, comme vous savez, moi, je m'y connais quand même assez dans les débuts du Canadien de Montréal. Mais les Canadiens de Montréal sont arrivés à environ 40-50 ans là, après le début là, du hockey. On va en parler aujourd'hui. Michel, le hockey, ça commence comment, ce sport-là, au juste? Il y a plusieurs versions. Hein, fait que c'est une évolution d'un jeu qui date de très longtemps. Soit le hockey sur gazon, des formes primitives là, de hockey sur gazon, parce qu'il n'y avait pas de règles, rien. Là, ça ressemble un peu à du golf, ça ressemble à du hockey sur gazon, c'est-à-dire qu'on frappe une balle avec un bâton de bois, puis on a un but à viser. Fait que ça, c'était un peu les principes. Le nombre de joueurs est limité. Tu vois, fait que tu as toutes sortes de choses dans ce sens-là. Fait que, je sais pas, tu sais, les origines, là, c'est bien discutable. Ça dépend de quelle version de hockey qu'on parle. Est-ce qu'on parle de version moderne, version originale, version, tu sais, moyenâgeuse, d'une certaine manière? Fait que, tu sais, c'est ça. C'est assez complexe. D'ailleurs, on s'entend même pas sur la version moderne. Fait que ça donne un peu l'avant-goût, tu sais. Quand tu parles de hockey sur gazon, est-ce que ça fait référence à lacrosse ou c'est un peu à part? Quand j'étais jeune à l'école, il parlait de lacrosse tout le temps. Puis je pense pas que c'est la même chose. Lacrosse vient un peu aussi des mêmes origines. C'est-à-dire qu'on parle de lacrosse moderne, je te parle pas de lacrosse des Amérindiens, là. C'est pas du tout le même jeu, là. En fait, c'est les Blancs qui ont voulu transformer le jeu pour pouvoir gagner contre les Amérindiens. Puis ils sont fait jouer leur jeu que les Amérindiens ils ont continué à les battre. Mais c'est un peu ça le problème du hockey sur glace. C'est quand est-ce qu'on transforme ça du gazon à la glace? Quand est-ce que quelqu'un a eu l'idée de mettre des patins au lieu de rester en bottine? C'est tout ça là, qui vient que ça change. Mais quand on parle de hockey d'aujourd'hui, c'est qu'on parle de règlement, de nombre de joueurs, d'équipes organisées, ainsi de suite. T'sais. Fait que là, c'est plus facile à se situer, même si là encore, on s'engueule un peu entre personnes intéressées au sujet. Mais ça dépend, dans le fond, ce qu'on dit qu'est le hockey. Comment est-ce qu'on définit le hockey sur glace comme on joue dans la Ligue nationale? Il y a plusieurs définitions encore. Moi, j'avais signé un document il y a une trentaine d'années là, déjà, qui était sur la définition du mot hockey, sauf qu'elle était tellement vaste comme définition. C'était un jeu joué sur la glace avec un bâton et un objet dans un but. C'est à peu près ça la définition. Ça peut être la ringuette, ça peut être de la crosse sur glace, parce qu'il y a eu de la crosse sur glace aussi.
Ça peut être le bandy qui joue en Europe. Donc, c'était ça. Fait que j'ai dit, mais regarde, votre définition est trop large, elle englobe trop de choses. Fait que je suis sorti une nouvelle définition il y a une dizaine d'années qui dit que le hockey est organisé avec des règles, avec un nombre de joueurs limité. Ça peut, même dans le national, il y a un nombre limité. Si on passe de 6 à 3 en surtemps, par exemple. Donc, avec des règlements, une surface établie, des buts établis, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était plus une définition du hockey moderne, qui est quand même assez large parce que je vais remonter au 19e siècle où il y a les débuts des règlements. Fait que, puis ces règlements-là ne sont pas parfaits par rapport aux règlements d'aujourd'hui. Ben, parlant de règlement, c'est ça, je pense quand on a vu l'histoire des sports d'été, on comprend un petit peu un pattern où est-ce qu'un sport peut se ressembler à un endroit, puis se ressemble à un autre, où est-ce qu'il y a des gens qui vont se rencontrer, un peu comme aujourd'hui, hein, quand on va jouer au pool dans un bar, ben, il y a des places, il y a tel règlement, puis d'autres places, tu peux mettre la balle n'importe où, d'autres, c'est dépasser la ligne ou peu importe, puis tu arrives là, tu demandes les règlements de la place, puis tu t'ajustes, puis bon, j'imagine, puis c'est ça, puis la plupart des sports, quand ils sont devenus organisés, c'est que là, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont pris la peine de commencer à écrire des règlements. C'est ma compréhension là, de la plupart des sports. Ça. C'est ça. Ce qui est important, c'est que le monde joue la même chose parce que tu ne peux pas jouer avec une autre équipe si tu n'utilises pas les mêmes règlements que l'autre équipe. C'est ça. Puis tu vois, même les premiers règlements qu'on connaît datent de 1877. Ils sont basés sur le règlement du hockey sur gazon qui était fait l'année précédente, en 1876, en Angleterre. OK. Fait que, ce qu'ils ont fait, puis ils ont modifié un petit peu les règlements. Ils en ont éliminé quelques-uns qui ne s'appliquaient pas avec eux. Mais quand tu lis ces règlements-là, il y en a juste 7. Tu te dis, comment est-ce qu'ils jouaient? Tu sais, c'est vraiment pas évident. Donc, il y a eu d'autres règlements. Mais à partir de ce règlement-là, il y a eu beaucoup de règlements oraux où on a dit, bon, ben, regarde, on va modifier ça, mais ça n'a pas mis sur papier. Okay. C'est seulement en 1886 qu'on va voir vraiment les premiers règlements du hockey qu'on peut appeler moderne, où c'est établi la rondelle, le bâton, les buts, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de règlements, là, de structures qui vont être mises en place. Là, tu tombes de 7 à 13 règlements. Mais avant de parler de règlement, là, bientôt, hein, en 2025, on va nous annoncer que le hockey a 150 ans. Peux-tu nous raconter pourquoi qu'on dit là, que ça va faire 150 ans que le hockey existe? Oui, le premier match qu'on connaît officiellement a été joué le 3 mars 1875 à la patinoire Victoria, Montréal. Okay, la patinoire Victoria est située entre les rues Stanley et Drummond, juste au nord de Sherbrooke. Pas Sherbrooke, René Lévesque. Donc pas loin pour les plus jeunes, pas loin du Peel Pub, c'est ça? Pas loin du Peel Pub, pas loin de chez Paris. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est dans le même secteur que chez Paris. Ouais. Dans le même carré. À 2 coins de rue du Centre Bell. C'est juste en arrière du Sheraton d'aujourd'hui, là, sur René Lévesque. En fait, derrière le Sheraton, il y a un grand garage de briques rouges qui est un stationnement public. C'est la patinoire Victoria. C'est exactement la même dimension. C'est un aréna, une patinoire extérieure? C'est une patinoire intérieure en bois qui laisse passer l'air. C'est la glace est naturelle. Ouais, la glace est naturelle. Tout simplement, on met un toit comme une grange pour laisser passer l'air, pour garder la patinoire froide. Il y a des fenêtres, donc on les ouvre. Et donc, c'est une patinoire de patin. C'est pour patiner. Oui. Puis ça, juste pour nous situer, est-ce qu'il y en avait beaucoup à Montréal, au Québec, des patinoires organisées, fermées comme ça? Non, c'était la première à Montréal. En plus, c'était au gaz à l'époque pour l'éclairage. Ouais. Et ça a été le premier bâtiment public qui a eu l'électricité à Montréal. Wow! On voit que les sports d'hiver ont été importants pour notre ville. C'est ça. Tu vois, la patinoire a été construite en 1862. Et c'est des membres du Victoria Skating Club
qui sont les propriétaires de la patinoire, qui sont aussi des joueurs de hockey et qui jouent au hockey sur le canal La Chine depuis au moins 1 an, donc depuis 1974, d'après ce que les gens ont raconté eux-mêmes. Et comme il y a quelques-uns qui sont membres du Victoria Skating Club, ils décident de louer la patinoire pour le match. Là, quand tu dis qu'il jouait depuis plusieurs années, il jouait, il n'y a pas de réglementation de sport formalisé encore pour le hockey. Il jouait genre, comme on joue dans la rue, là, tu pognes tes affaires, puis je m'en joue contre toi, puis on invente les règlements au fur et à mesure. C'est ça. Et eux, ils ont fait une base de règlement parce que la plupart des joueurs étaient aussi des membres du Montreal Rugby Club. Et ils ont décidé de jouer comme au rugby, en jouant sur la glace, avec un bâton et tout. Fait que le type de jeu ressemble à du rugby, c'est-à-dire tu es un porteur de la rondelle, ils foncent dans le tas, l'autre équipe se ramasse en peloton, on ferme le jeu et on passe par en arrière à un coéquipier. C'est comme du rugby. Fait que c'était toutes des passes arrière. Oui, les passes avant sont illégales. Et donc, ils jouent à l'extérieur, sur le canal de la Chine. C'est sûr qu'avec les intempéries et tout, c'est là qu'ils disent pourquoi on ne loue pas la patinoire Victoria? On est quelques-uns qui sont membres du club, on peut donc s'organiser. Et c'est là que dans la Gazette de Montréal, le matin du 3 mars 1875, il y a une belle petite annonce. Un match de hockey va avoir lieu ce soir à patinoire Victoria. Et, c'est parce qu'ils cherchaient des joueurs ou des visiteurs? Non, ils ne cherchaient pas des joueurs. Non, c'est simplement quelqu'un qui leur a dit mais pourquoi vous ne jouez pas devant un public? Fait quelques fois déjà qu'ils louent la patinoire Victoria pour jouer. Donc, là, c'est ça. Ça doit être un journaliste qui les a vus jouer. Il dit hey, ça vous tente-tu d'avoir un public? Fait que c'est ça l'histoire de l'annonce. Parce que, tu sais, on est rendu au mois de mars. Depuis le mois de janvier qu'ils jouent au hockey. Fait que c'est ça qui est la problématique. Et donc, dans le petit texte, c'est marqué du fun peut être prévu puisque c'est des joueurs experts au jeu. Oh! Donc, c'est pas la première fois qu'ils jouent, comme je dis. Donc, ça fait au moins 1 an qu'ils jouent ensemble. Et on va faire 2 équipes de 9 à partir des membres du club. Donc, ils sont fait un genre de membership entre eux de hockey. Fait que tu vois que c'est déjà organisé d'une certaine manière, mais qu'il n'y a pas vraiment d'organisation juste entre eux. Donc, ils ne jouent pas contre d'autres personnes, et ainsi de suite. Ils sont quand même... À ce moment-là, l'équipement qu'ils jouaient, là, but, hockey, rondelle, protection, casque, ça ressemblait à quoi? Aucune protection. C'est du rugby. Okay. Donc, en principe, il n'y a pas de protection. Les bâtons très rudimentaires. C'est des bâtons. En fait, c'est Creighton, James George Elwyn Creighton, qui serait le père du hockey, qui vient d'Halifax, qui ont importé des bâtons faits par les Micmac de Halifax à Montréal. Il a dit, regarde, c'est avec ça qu'on joue à Halifax. Donc, déjà, il y a un jeu à Halifax similaire. Sauf qu'Halifax, tu as la passe avant. Et Creighton arrive avec le Montreal Rugby Club, il est membre du club, donc il va apprendre à jouer sans les passes avant. Ça a l'air qu'il continue à faire des passes avant, d'après les commentaires qu'on a de l'époque. Il ne s'est jamais adapté au jeu de rugby en tant que tel. En tout cas, ça c'est le principe. On joue avec une balle de crosse, donc une balle de caoutchouc. Les poteaux, c'est les poteaux, parce qu'il n'y a pas de filet, c'est 2 poteaux fichés dans le sol, dans la glace, qui sont la même grandeur que la crosse. C'est quelle grandeur que c'est, là, pour référence? La crosse? C'est 8 pieds par 8 pieds. Okay, c'est plus petit que le soccer, mais plus gros que le hockey. Oui. Mais le hockey, c'est les règlements, c'est 8 par 8. À ce moment-là, donc c'est des buts de hockey. Ouais. Ils vont être modifiés avec le temps pour devenir 6 pieds par 4 pieds comme on connaît aujourd'hui, mais ça va venir quand même assez vite. Autrement, de l'équipement, on parlait de l'équipement, mais au niveau du règlement, on parlait du rugby. Disons, par rapport au hockey d'aujourd'hui, de 2023, à part avoir des buts, avoir un objet, là même, c'est pas une rondelle au début, là. C'est pas le bâton de hockey tel qu'on le connaît. S'ils ont amené le bâton, c'est le bâton Micmac, mais ils n'ont pas commencé à jouer avec ça tout de suite.
à Montréal. Ils l'ont importé. Qu'est-ce qu'il y a comme règlement là, qui, à part scorer un but, là, on s'entend, là? Mais y a-tu des règlements qui sont semblables à aujourd'hui? Y a-tu des périodes? Non, il y a 2 périodes, 2 demi. Donc, on appelle ça pas des périodes, on appelle ça des demi. Donc, c'est environ 30 minutes chaque. Donc, le jeu avec une pause de 10-15 minutes entre les deux. Les patins, c'est très rudimentaire. Ce n'est pas des patins de hockey comme on connaît. Ce sont des patins qui sont souvent avec des clampes qui sont accrochés après la bottine. Mm-hmm. Donc, ta bottine que tu marches dans la rue, tu mets un patin en dessous. Je ne sais pas vous rappeler des vieux patins à roulettes qu'on avait autrefois qu'on accrochait en dessous des espadrilles, mais c'est le même principe. Est-ce que ça venait aussi d'Halifax, ça aussi, je pense? Ces patins-là? Il y a une compagnie à Halifax qui s'appelle le Halifax Club. C'est comme ça qu'on l'appelait le patin, qui va être un gros fabricant de patins à l'époque. Mais il y en a d'autres ailleurs. Mais c'est sûr, c'est toujours à cause de Creighton, ça va toujours être l'influence d'Halifax qui va venir. Donc, c'est pour ça qu'Halifax va dire, ben, c'est nous qui avons inventé le hockey. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est une des problématiques qu'on a à savoir, c'est quoi la différence entre Halifax et Montréal? Ben, c'est qu'à Montréal, on a un règlement qui est utilisé, c'est le rugby. C'est qu'à Halifax, il n'y en a pas de règlement à ce niveau-là, donc il y a des passes à 20, ainsi de suite. Fait que, tu sais, déjà, il y a une organisation qui se fait à Montréal qui est très différente de ce qui se fait ailleurs. Mais là, si on ne peut pas faire de passe avant, comment est-ce qu'on monte la patinoire à ce moment-là? Ben, c'est ça, comme je dis, c'est comme penser au jeu de rugby. Tu prends la rondelle, tu fonces dans le tas, tu passes en arrière. C'est quand tu es bloqué, puis on continue d'évoluer comme ça. On pouvait-tu dégager? Oui, le dégagement, c'est comme au football d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois que tu n'es plus capable d'avancer, ben, tu garoches la rondelle de l'autre côté. Sauf que ce qu'on va appeler, le terme qui va être utilisé à l'époque, c'est le lift. Donc, on fait un coup de revers et on lève la rondelle comme un dégagement. Et à l'époque, le dégagement refusé, mais ça n'existait pas. Mm-hmm. Okay. Donc, il n'y a pas de ligne sur la patinoire. Aucune ligne, mais pas une ligne centrale? Il n'y a pas de ligne centrale, il n'y a pas d'hors-jeu. L'hors-jeu, c'est la passe avant. Donc, il faut toujours être derrière le porteur de la rondelle ou de la balle pour pouvoir continuer à jouer. OK. Fait que là, il y a là, en 75, il y a ce premier match-là qu'on répertorie dans les journaux. Là, tu parlais tantôt de 77, on écrit des règlements. Ben, au début, on avait en 77, on écrit des règlements. C'est quoi ces principaux règlements-là qu'on va écrire? Y en a-tu qui sont encore là aujourd'hui? Il y en a quelques-uns, c'est ça qui est surprenant. On dit le jeu commence par un bully. C'est le terme de rugby. Bully, c'est la mise en jeu. Donc, tu connais au rugby la tortue. Mais c'est un peu le même principe. La rondelle est au centre de 2 joueurs, mais tous les autres joueurs sont autour. Et donc, c'est qui frappe la rondelle le premier, qui l'envoie à ses coéquipiers. Fait que les 2 équipes sont de chaque côté de la rondelle, mais tout le monde est concentré sur la rondelle. C'était la mise en jeu de l'époque, là. C'est ça. L'arbitre, tout simplement, il met la balle au centre et il va dire à mon signal, vous frappez la balle. Ah, il ne la laissait pas tomber comme maintenant, il a placé d'avance. C'est ça. C'est venu beaucoup plus tard, l'idée que l'arbitre va mettre là. Parce qu'il y a eu beaucoup de coups de bâton qui n'étaient pas nécessairement sur la rondelle. Coups de bâton sur le bâton de l'adversaire avant de toucher la rondelle ou dans les jambes ou quoi que ce soit. Fait qu'à un moment donné, ils ont dit ben, regarde, on va régler le problème. Là. On va déposer la rondelle au centre des 2 joueurs. OK. Il y a un aspect, on a parlé tantôt de Creighton qui venait de Halifax. On n'a pas beaucoup parlé là, de. C'est qui ces gens-là qui jouent au hockey? C'est pas Alfred Joly là, ou Michel Audet. C'est pas eux autres là, qui jouent au hockey dans ces années-là. Non, c'est des Anglais, tout d'abord. C'est des étudiants pour la plupart. Des étudiants à McGill, la grande majorité. Mais ils ne sont pas tous étudiants à McGill à ce moment-là. Okay. Creighton, par exemple, est un ingénieur qui a gradué de Dalhousie en 1972,
trouve un travail à Montréal sur le chemin de fer. Donc, il va travailler comme ingénieur sur le chemin de fer. Qui n'est pas ingénieur dans le sens de faire marcher la locomotive, mais ingénieur pour l'organisation des rails. Et donc, il va se joindre au Montreal Rugby Club. Et à partir de là, il va dire, ben, regarde, j'ai un jeu à Halifax qu'on joue sur la glace, ça vous tente-tu de jouer? Puis on va adopter les règlements de rugby. Donc, sûrement qu'il s'ennuyait l'hiver parce qu'il ne pouvait pas bien jouer au rugby. Ben, l'hiver, il y avait quand même beaucoup de choses. Tu sais, je veux dire, il y a du patin, il y a toutes sortes d'affaires, il y a de la raquette, de la luge, puis ainsi de suite. Tu sais, il y a beaucoup pas le même genre de sport. Non, non, c'est pas du sport, c'est plus du loisir. Et donc, Creighton va dire, bon, ben, regarde, pourquoi on ne mixe pas les deux jeux? Et c'est là que l'idée est partie. Donc, il arrive en 72 à Montréal, se joint au club vers 73. 74, c'est les premières démonstrations de hockey qu'on connaît, en tout cas par rapport à ce que les gens ont écrit à l'époque. Et en 75, tu as ce match-là à Montréal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le lendemain, dans le journal, on décrit le match. Oh. Et on donne la liste des 18 joueurs, parce qu'ils jouent 9 contre 9. OK. Et Creighton est capitaine d'une des deux équipes. Là, ils sont 9 contre 9, ça c'est parce qu'il y a des gens sur le banc qui attendent ou sont 9 sur la glace? C'est 9 sur la glace. Wow. Ça fait 18 joueurs. Imagine, c'est la même patinoire aujourd'hui, 200 pieds par 85. Parce que la patinoire Victoria est à peu près cette dimension-là. Fait que tout le hockey d'aujourd'hui est basé sur la patinoire Victoria, au niveau des dimensions. Et donc, on va organiser ça de cette façon-là. C'est sûr que il n'y a pas de position. La seule position, c'est le gardien de but, qui existe parce qu'on l'a tiré de la crosse. Est-ce qu'il y a des pads, le gardien de but? Non. Non? Non. Un joueur de gardien de but a le même bâton puis le même équipement qu'un joueur d'avant. OK. Mais là, on est encore avec la balle. Les gardiens comme ça aussi. Là. Ah, ben oui, c'est vrai. Fait que, ben, on est encore avec la balle, là. On n'est pas encore avec la rondelle. Non. Quand on va décrire le match du 3 mars, on va dire, au lieu de jouer avec une balle de crosse qui peut rebondir partout pour frapper les spectateurs, parce qu'il n'y a pas de bande, OK? Il y a une petite bande d'à peu près maximum un pied tout autour de la glace. Donc, pour protéger les spectateurs, on va dire, on va jouer avec un bloc avec une rondelle de bois. En bois? Ouais. Wow! Ça devait être le poste de gardien. C'est ça. Sauf que le lendemain, on parle d'un bloc de bois. Donc, ils ont-tu joué avec un bloc qui est en forme de rondelle ou un bloc qui est en forme de balle ou qui est carrément un bloc qui a la grosseur d'une balle de crosse? Ouais, comme un cube. Fait que, parce que l'idée, c'est de garder quelque chose qui est plat sur le patinoire, qui ne rebondit pas. Rajouter de la friction pour que ça ralentisse. Là, parce que j'imagine aussi que quand il jouait sur le canal de la Chine, des fois, il devait courir longtemps là, à balle. Là, Ouais. Ben, tu sais, une balle, tu vois une rondelle quand c'est gelé, ça rebondit beaucoup moins que si elle était chaude. Puis là, ça rebondit. Ouais. Tu mentionnais tantôt qu'il y avait une bande d'à peu près à un pied. Là, Je présume que le règlement n'impliquait pas que tu avais le droit d'aller faire une mise en échec sur le bord de la bande. Ben, tu as le droit de mise en échec. Il n'y a pas de bande, donc tu peux retomber chez les spectateurs. Wow! Ça devait être assez spectaculaire. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, les gens se restreignaient quand même de jouer plus vers le centre de la patinoire que sur les côtés. D'ailleurs, ils n'ont pas pensé encore à l'époque de faire des passes par la bande. C'est comique parce que tu ne lis pas de règlement là-dessus, ils n'en parlent pas. Est-ce qu'ils l'ont utilisé? On ne sait pas, mais d'après moi, ils ne l'ont pas utilisé. Mais là, de ce qu'on comprend, là, c'est qu'il n'y a à peu près rien là, du hockey original qui est encore aujourd'hui. Les bâtons sont différents. Tu as le gardien de but qui est nouveau, qui vient de la crosse qui est nouveau. Tu as les buts de la crosse. Est-ce que le filet, c'est deux poteaux? Y a-t-il un filet pour arrêter la rondelle si ça passe? Il n'y a pas de filet. C'est ça. Okay. Et il y a même un règlement, puis quand on va introduire le filet plus tard, mais qui vient changer le style de jeu. C'est que ton gardien de but, il protège les deux côtés du but. D'un côté, il faut que tu comptes par l'avant du but, mais tu as le droit de passer par l'arrière du but.
Tu as le droit de scorer à l'envers? Ben oui, parce que oublie pas, on est au rugby, donc les passes arrière, tu peux le faire à travers le but. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un devant le but qui tourne la rondelle entre les deux poteaux. OK, il faut qu'elle passe dans le bon sens. C'est ça. Fait que donc, le gardien de but, il faut qu'il protège les deux côtés. Okay. Et quand on va introduire le filet en 1899, le premier article avec l'utilisation du filet dit les joueurs ont eu un problème, ils ne pouvaient plus passer la rondelle à travers les poteaux. Je suis là, je dis merde, c'est quoi ce règlement-là de con? Et c'est là que tu comprends le jeu en disant ben regarde, il passait à travers les poteaux. C'était spécial. Il y a beaucoup de discussions à savoir est-ce que la rondelle a passé carrément entre les deux poteaux. Parce que tu as un juge de but. Le juge de but sur la glace à côté des poteaux. Donc, il fait partie du jeu d'une certaine manière. Il n'est pas en patin, par exemple, la plupart du temps. Et donc, il y a avec un petit drapeau, comme le football italien. Un petit drapeau, il signale le but. Et donc, il y a beaucoup de discussions à savoir est-ce que le but a vraiment été marqué ou pas. Est-ce que la rondelle a passé au complet, ainsi de suite. Fait que c'est là qu'on a l'idée de dire pourquoi on ne met pas un filet. Ça va régler la question et le juge de but, à partir du filet, va se retrouver dans les estrades. Okay. Et le problème, c'est aussi comment est-ce qu'on pose le filet? On met des poteaux en métal? Ça, c'est votre Non, c'est toujours des poteaux de bois. Qu'est-ce qu'on fait? On accroche un filet sur les deux poteaux, puis c'est tout. Donc, il pend, sur les deux poteaux. Okay. Il y a beaucoup de suggestions qui vont venir. Comment est-ce qu'on installe le filet? Et plus tard, on va rajouter la barre horizontale. Et après ça, on va faire une genre de cage à peu près à 6 pouces de profondeur. Donc, on va faire un arceau sur les deux poteaux. Et on va donc suspendre le filet comme ça. Mais tu sais, ça va évoluer le but. Regarde, le but qu'on a connu dans la Ligue nationale, le fameux B, ça date des années 20-30. Ah, quand même. Fait que ça a pris quand même un certain temps avec le but évolue, et ainsi de suite. Mais là, avant qu'on rajoute des filets, là, tu parlais là, des années 90. Là, on retourne en 75, 77, on écrit des règlements. Il n'y a pas de ligue encore, là. C'est juste on officialise des règlements que quand on va jouer au hockey ensemble, voici les ententes là, qu'on a. Est-ce que là, on joue juste à Montréal, là? Puis quand est-ce qu'on commence à jouer dans d'autres villes qu'à Montréal? Puis comment ça se produit, cette histoire-là? Pourquoi que les autres villes ont commencé à jouer? Tu vois, il y a quand même quelques petites organisations qui commencent à s'établir à Montréal à partir de 1977. L'Université McGill a sa propre équipe. Le Victoria a son équipe. Donc, le Victoria Skating Club s'organise un club qui va s'appeler Victoria Hockey Club. Et donc, à partir des membres du Victoria. Et plus tard, on va avoir d'autres organisations qui vont venir. Fait que, tu vois, McGill, c'est la plus ancienne équipe qui existe encore aujourd'hui. C'est une des premières en 1877. Et par la suite, les étudiants, parce que la plupart sont des étudiants de McGill, les étudiants viennent d'un peu partout. T'sais, ils ne sont pas juste de Montréal. Il y a des étudiants d'Ottawa, de Québec, les Maritimes, l'Ouest canadien, et qui vont retourner chez eux avec l'idée du hockey de Montréal. Et on va essayer d'organiser des équipes un peu partout. Okay. Donc, le hockey de Montréal va être diffusé à travers le pays par les étudiants de McGill. OK. Donc, ça, c'est avant le carnaval, ça. Ça se passe avant le carnaval, oui. Et tu vois, quand on va organiser le carnaval en 1883, on va décider d'organiser un tournoi de hockey qui va durer une semaine. En fait, il dure 4 jours. Et donc, on fait des invitations et il y a seulement l'équipe de Québec qui vient. Contre qui on joue déjà un peu depuis 1800. Québec a son équipe depuis 1878. Ça s'appelle comment à ce moment-là? C'est le Québec Hockey Club, tout simplement. Regarde, c'est très simple, les noms. C'est toujours le nom de la ville, le nom du sport, puis club. C'est assez simple, là. Sauf que quand il y a deux équipes dans une place, ben là, il faut que la deuxième trouve un surnom quelconque. Mais tu sais, c'est comme ça que ça va partir. Et donc, Québec dit OK, on va venir au carnaval. Sauf que Québec a un petit problème. Là-bas, on joue à 7. À Montréal, on joue à 9. Fait qu'il leur manque des joueurs.
Fait que ce qu'on fait, il y a 2 autres équipes qui sont intégrées dans le tournoi, c'est McGill et Victoria. Les 2 seules équipes qui existent à l'époque. Et qui vont dire, bon, OK, on va retirer 2 joueurs. Fait que le tournoi se fait à 7. Puis là, à ce moment-là, tu as McGill, Victoria, ça c'est clairement des anglophones. Ouais. À Québec, est-ce que c'est des anglophones ou c'est des des francophones? C'est des anglophones aussi à Québec. Tu as très peu de francophones qui vont jouer au hockey à Québec pour très longtemps. Même chose à Ottawa plus tard. Donc, le hockey va être joué dehors, sur le fleuve Saint-Laurent, dans le Vieux-Port, pour le tournoi de 1883. Et on se fait donc une patinoire. Dimension, on n'a aucune idée. Mais on sait qu'elle était quand même plus petite que la patinoire Victoria, au niveau de dimension. Okay. Et les joueurs ont adoré le jeu à 7. On a plus d'espace. Fait qu'on va continuer de jouer à 7 maintenant. Fait que ça, c'est un des règlements qui n'est pas écrit encore, mais qui va être utilisé par la suite par tout le monde. Okay. Donc, suite à ce carnaval-là, en 83, j'imagine, là, les gens retournent chez eux, puis là, ça va commencer à grandir un petit peu plus là, en popularité. On sait-tu qui a gagné ce tournoi-là en 83? Oui. En 83, on le sait, c'est McGill. Et il y a un trophée qui va être remis à l'équipe gagnante. Et ce qui est intéressant, c'est le trophée, parce qu'il existe toujours. Il était au musée McCord aujourd'hui. Comme McCord appartenait à McGill. C'est comme ça que tous les objets sont retrouvés à McCord. Le trophée est à peu près haut comme ça. Je l'ai eu dans les mains. On ne voit pas ta mesure au complet. Mesure à peu près combien? À peu près 8 pouces de haut. 8 pouces? Okay. C'est tout petit. Ouais. Pour l'équipe au complet? Pour l'équipe au complet. Moi, je l'ai eu dans les mains, ce trophée-là. Parce que j'ai travaillé pendant 1 an à musée McCord. Fait que j'en ai profité de prendre les objets qu'il y avait. Et ce qui est intéressant, d'un côté, c'est inscrit Montreal Carnival du 183. L'autre côté, c'est McGill University avec la liste des joueurs. Donc, les 7 joueurs de McGill. Mais il y a un 8e nom qui apparaît. C'est le nom de l'arbitre. L'arbitre, il y avait le trophée. Oui, mais est-ce que l'arbitre était acheté par McGill? Tu te poses la question quand tu vois ça, c'est le trophée, le nom de l'arbitre. Est-ce que l'arbitre était originaire? Parce que dans le fond, j'imagine qu'il devait avoir. Il faut qu'il y ait un arbitre qui connaît le sport. Est-ce que l'arbitre, dans le fond, venait avec McGill, peut-être? Sûrement. Puis l'arbitre s'appelle Ruel. R-U-E-2-L-E. C'est un nom francophone, ça. C'est un nom francophone, mais c'est Alex, c'est un anglophone. Regarde, j'ai aucune idée c'est qui ce monsieur Ruel. Mais c'est le nom qu'on va voir sur le trophée. Parce que dans les journaux, on n'en parle pas du tout de l'arbitre. D'après moi, c'est le même arbitre pour tous les matchs du carnaval. Donc, il y avait 3 équipes. Fait qu'imagine, un tournoi à ronde plus la finale. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu grand match. Mais Québec ne reviendra pas au carnaval pour quelques années. Parce que par la suite, ils vont avoir un petit conflit avec des équipes de Montréal et Québec l'année suivante. C'est que Québec invite des équipes de Montréal à venir jouer chez eux et une équipe ne s'est pas présentée. Ah. Et ils ont décidé de boycotter le carnaval de Montréal. C'est de là que vient la rivalité Montréal-Québec. D'une certaine manière, oui. Et on va remplacer Québec par une équipe d'Ottawa. Ce que j'ai appris de l'histoire de l'équipe d'Ottawa, c'est que c'est la première fois qu'ils jouent au hockey. Okay. Et ils viennent au carnaval. Et ils viennent faire une compétition pour la première game qu'ils jouent. Ouais, puis ils gagnent le tournoi. Nous sommes là pour apprendre. C'est ça. Ils ont joué quelques parties entre eux au départ, mais ils n'ont jamais joué dans une organisation, soit de ligue, des matchs par concours, et tout ça. Fait que là, ils se présentent là, puis ils vont sortir gagnants. Et la 3e année, c'est une nouvelle équipe qui est organisée, un ancien de McGill, Richard Smith, qui va organiser l'équipe, qui va s'appeler Montreal Hockey Club. Et jusque-là, il n'y a jamais eu de Montreal Hockey Club, fait que lui, il organise ça, et ils vont gagner le tournoi. Mais cette équipe-là va cravacher pour gagner le tournoi. En demi-finale, ils jouent 2 périodes de surtemps. La clarté disparaît
comme il n'y a pas d'éclairage, on décide de rejouer le lendemain. Fait qu'on rejoue la demi-finale au complet. Oh! Et gagne. Et ils vont jouer la finale qui va avoir encore une autre sur temps. La même journée. Fait qu'ils ont joué comme 9 périodes pour gagner 2 matchs. C'est assez impressionnant. Là, fait que... OK. Puis là, il arrive un carnaval. Où est-ce que là, c'est après ces carnavals-là, j'imagine, là. Puis là, ben, il y a un spectateur notoire qui va venir assister à ce carnaval-là, puis il va tomber en amour avec le sport. Tu pourrais nous parler de ce monsieur-là en question? Donc, après 1885, les équipes décident de jouer non plus sur une semaine, mais sur une saison complète. OK. Et ils vont appeler ça le Dominion Challenge. Oh! Et il va y avoir 6 équipes qui vont se présenter, 4 à Montréal, Ottawa et Québec. Fait que ce qu'on va faire... C'est encore tous des hockey clubs ou ils commencent à avoir des noms? Oui, c'est tous des hockey clubs. Mais ils ont tous, à Montréal, il y a différents noms. Le Victoria, le Montréal, tu as le McGill et les Crystals. Crystals? Ouais. Qui, eux, jouent au Crystal Palace à Montréal. Ah, OK. Original. Et donc... ces 4 équipes-là de Montréal vont jouer un run-robin entre eux et Québec-Ottawa vont jouer un home and home. C'est-à-dire qu'on joue une partie à Québec, une partie à Ottawa et le gagnant des total débuts va être le champion de cette section-là qui va affronter le champion de Montréal. Total début, donc si tu gagnes une partie 2-1 puis que l'autre il gagne la partie 6-5, il va gagner en total début. Puis ça n'a rien à voir avec les parties elles-mêmes, comme qui font au soccer, genre. C'est ça. C'est comme exactement comme le système qu'il y a au soccer de home and home. Puis si c'est nul, ben, il y a un surtemps, mais habituellement, c'est assez clair. C'est l'équipe qui a compté le plus de buts à l'extérieur qui gagne. C'est un peu le même principe qu'on va utiliser. Et donc, on se retrouve les Crystals contre Québec en finale. Le match va avoir lieu à Montréal. Et le match ne terminera pas. C'est que Crystals sont une équipe un petit peu rough. C'est genre classe ouvrière, petite bourgeoisie. Donc, ils jouent plus dur que des bourgeois normaux. Et Québec sort de là pas mal éclopé. Fait que là, il y a un joueur qui est plus disponible, qui peut plus jouer. Fait qu'on demande aux Crystals de retirer un joueur. Crystals refuse. Et Québec dit, bon, ben on s'en va. On va rejouer une autre fois. Parce qu'on ne peut pas jouer à un nombre inférieur. Et l'arbitre décide, ben Crystals, vous avez gagné. Par forfait. Par forfait. Et donc, Crystals sont déclarés champions. Québec encore va bouder dans son coin l'année suivante. Parce que l'année suivante, on va organiser la première ligue. C'est quand même un succès, le Dominion Challenge. Donc, on va organiser une première ligue de hockey qui va s'appeler l'Amateur Hockey Association of Canada. Et on invite Québec. Québec refuse, ne se joindra pas à la Ligue avant 2-3 ans. Et donc, on va avoir 4 équipes à Montréal et une équipe à Ottawa qui vont organiser la Ligue. Et c'est là que Lord Stanley apparaît. Lord Stanley, c'est un sportif qui amène aussi ses enfants avec lui, qui va donc demeurer à Rideau Hall. Il va faire construire une patinoire à Rideau Hall, où ils vont donc avoir des invités. Les enfants amènent leurs amis, vont patiner, ils vont jouer au hockey, parce que les 2 fils de Lord Stanley vont jouer au hockey assez compétitif. Et donc, Lord Stanley va devenir un adepte du hockey, mais d'Ottawa, de l'équipe d'Ottawa, parce qu'il va assister régulièrement au match. Mais il y a aussi le carnaval qui continue à travers ça et qui va avoir son tournoi. Et il va être l'invité d'honneur du carnaval de Montréal. Et donc, il va connaître le hockey plus profondément parce qu'avec le carnaval, il va avoir des matchs tous les jours. Il va donc apprendre les règlements, les rudiments. Les enfants vont connaître le hockey en même temps. Et ces enfants-là vont faire partie d'une équipe plus tard qui va s'appeler les Ottawa Rebels. Mais là, Lord Stanley, là, pour mettre en contexte, c'est qui cette personne-là? Ouais. Lord Stanley, c'est le gouverneur général du Canada. Il est en poste pour 4 ans. Donc, en 88, il va disparaître en 92. Il va disparaître. Il va partir d'Ottawa en 92, il va tourner en Angleterre.
va emmener donc avec lui toute sa famille. Mais ses deux fils vont apprendre à jouer au hockey, vont faire partie des Rideau Rebels. C'est des employés de Rideau Hall qui sont formés une petite équipe et qui font des challenges un peu partout. Et dans l'équipe, il y a un certain Creighton. Le bonhomme de 1875, il est rendu à Ottawa. Il a fait un cours à McGill en droit et est devenu fonctionnaire du gouverneur général à Rideau Hall. Donc, lui, il succède des gouverneurs généraux, mais par hasard, surtout avec Lord Stanley et les enfants. Il y a une belle photo des Rideau Rebels où on voit Creighton, les deux enfants, sur la photo. C'est là qu'ils vont organiser la patinoire pour inviter des enfants, jouer au hockey. Et il y a une personne de la famille qui décide de jouer au hockey, qui n'a pas d'affaire là. C'est Isobel, la fille de Lord Stanley. Ouais, c'est un sport, c'est pour les gars, ça. C'est pas normal à ce moment-là d'avoir une fille. C'est ça. Fait qu'elle, elle joue avec ses frères. Elle est plus jeune que les frères, mais elle décide de jouer, elle a 12 ans à peu près. Et à un moment donné, elle organise un match juste de femmes. Et donc, c'était en quelle année, ça? C'est en 1891. Fait que c'est à ce moment-là que le hockey féminin a commencé. Exactement. C'est le premier match officiel de hockey féminin. Et il y a une belle photo d'Isabelle en train de jouer au hockey avec les femmes. Wow. Okay. Et pour en revenir à Lord Stanley, c'est comment que ça arrive, cette coupe-là? Ouais. C'est ça. Lord Stanley devient un fervent amateur de l'équipe d'Ottawa qui gagne régulièrement dans l'organisation de la Ligue. Et au moment qu'il va partir, il décide de remettre un trophée pour un championnat canadien, ce qui n'existe pas. Il y a des ligues qui commencent à apparaître un peu partout à travers le pays. Et il dit pourquoi pas organiser un championnat canadien. Là, le problème, c'est la saison passe du mois de janvier au mois de mars. On joue sur la glace naturelle. La glace artificielle n'existe pas encore. En tout cas, aux États-Unis, elle existe, mais pas au Canada. Et donc, comment est-ce qu'on organise ce trophée-là? Fait qu'il va acheter un bol à salade en argent en Angleterre, qui va lui coûter environ 50 $. Il va le faire venir et il va faire graver dessus Dominion Hockey Challenge Cup. Et de l'autre côté, c'est écrit « Remis par le Lord Stanley of Preston, gouverneur général du Canada ». Donc, officiellement, le trophée s'appelle le Dominion Challenge Hockey Cup. C'est le vrai nom de la coupe. C'est comme on m'a dit toute ma vie quand on disait que c'était la Coupe Stanley. C'est ça. Sauf que je vais t'expliquer comment est-ce que le nom est venu assez rapidement. Et donc, Lord Stanley va partir. Il va retourner en Angleterre, mais le trophée, lui, est là. Il n'a pas été joué encore pour. Ah, il est parti avant? Il est parti avant. Il n'a jamais vu un match de sa vie, d'un match de sa coupe. OK. Et donc, l'année suivante, en 1893, on va remettre le trophée au premier championnat de l'Amateur Hockey Association du Canada, qui va être le M3, qui va être Montreal Hockey Association, qui va gagner le trophée. Mais ça va causer encore un autre problème. Le trophée ne sera pas mis à l'équipe avant 1894. C'est que... Ils l'ont oublié à quelque part? Ou... Non, il y a eu un petit conflit interne. Je vais t'expliquer rapidement. Lord Stanley, au moment qu'il va quitter, va nommer 2 personnes en charge du trophée, qui va être John Sweetland, qui est le shérif d'Ottawa, et P.D. Ross, qui est un journaliste sportif d'Ottawa, du Ottawa Journal, qui est un citoyen de Montréal, qui est né à Montréal, mais il a déménagé à Ottawa pour sa job. Et donc, ces 2 personnes-là vont être en charge du trophée. Et ils vont remettre donc le trophée au M3. Sauf que les champions, c'est pas le M3, c'est le Montreal Hockey Club, qui fait partie du M3. Et les gars boycottent la cérémonie de remise du trophée parce qu'ils disent on veut avoir le trophée à nous et non pas au M3. Donc, ça va prendre 1 an avant que le trophée soit remis au Montreal Hockey Club, qui gagne encore en 1894. Okay, donc, ils vont recevoir finalement le trophée des mains des fiduciaires à ce moment-là, en 1994. Et au moment qu'ils vont recevoir le trophée,
vont aller chez Natman, se prendre la photo pour 2 photos. Une pour 1893, puis l'autre 1894. Quand tu regardes les 2 photos, c'est exactement le même décor. La seule chose qui change, c'est les joueurs changent de place. Mais c'est exactement la même photo. C'était prêt à la même date. Ouais, parce que même les sièges sont exactement aux mêmes endroits. Okay. Ils vont juste changer là, de place. À cette époque-là, j'imagine qu'il y a beaucoup de compétitions, le trophée, genre, après ça, demeure avec l'équipe jusqu'à ce qu'un nouveau champion soit établi. Exactement. Donc, l'équipe est en charge du trophée, est en charge de faire graver le nom de l'équipe et l'année de championnat. Il n'y a pas de nom du joueur. Fait qu'il y a un anneau qui Pourtant, il y a beaucoup de noms des joueurs qui sont écrits sur ça vient beaucoup plus tard. Donc, à l'époque, on va mettre un anneau. Ça a été gravé en 1893, Montreal AAA. Et en 1894, ça va être marqué Montreal HC. Qui est la même équipe. Qui est la même équipe, mais qui porte 2 noms différents. T'sais, ils portent les couleurs du M3A, mais ils s'appellent le Montreal Hockey Club. Okay. Disons que l'association entre les deux là, a beaucoup de friction, mais en tout cas, ça va rester. Plus tard, ça va s'appeler le Montreal Amateur Athletic Association. Ils vont vraiment prendre le nom M3A. Quand ils vont regagner la Coupe en 1902, c'est vraiment écrit Montreal AA. Okay. Là c'est un tournoi, il y a une équipe qui a gagné. Comment ça se passe après pour changer la Coupe? Comment est-ce qu'elle change de possession? Ouais. Les règlements sont assez simples. Seul un champion peut jouer pour la Coupe. Donc, il faut être champion de sa ligue pour jouer pour la Coupe Stanley et envoyer un défi au détenteur de la Coupe. OK, donc, mettons, moi, j'ai une équipe puis que je veux gagner la Coupe. Il faut que je sois champion de mon association, puis ensuite, je challenge les champions de l'an passé. Exactement. Donc, ça c'est par année ou ça peut changer de main plusieurs fois dans l'année? Ça peut changer plusieurs fois. Une équipe, par exemple, les Montreal Wanderers en 1908, ont relevé 4 défis et ont gagné les 4 défis. OK? Mais ils sont reconnus comme une victoire. Ça, c'est une autre problématique que j'ai. Ça, c'est une problématique que j'ai avec l'histoire de la Coupe Stanley. Il y a des équipes qui l'ont gagné plusieurs fois dans la même saison, mais c'est compté pour une fois. En tout cas, ça, Ottawa a fait la même chose aussi quand ils vont gagner les Coupes des années 1900. Donc, il y a cette problématique-là de décompter le nombre de victoires. C'est sûr qu'à la fin... comme à la boxe ou à la lutte. Une fois que tu es champion, dans le fond, ils vont te challenger. Puis tant que tu n'as pas perdu ton titre, tu ne veux pas le regagner. Exactement. Puis pour le regagner, mais il faut que tu sois champion de ta ligue. C'est déjà arrivé, exemple en 1896, l'équipe de Winnipeg, les Victoria, viennent à Montréal jouer contre les Victoria de Montréal. Victoria contre Victoria, ça va bien. Ça rappelle le football autrefois, les Rough Riders, là, mais en tout cas. Ouais. Et donc, Winnipeg va gagner, amène la coupe chez eux en 1896, et c'est les Victoria de Montréal qui sont encore champions de la Ligue, qui challenge à nouveau, en 1896, les Victoria de Winnipeg. Il va y avoir 2 champions cette année-là, et ainsi de suite. Fait que ça devient compliqué. Quand tu suis l'historique de la Coupe, c'est justement toutes les histoires de challenge. Et des fois, un défi va être lancé au mois de février, mais ne sera pas joué avant l'année suivante. Parce que les défis se jouent pendant la saison. Tu ne peux pas jouer une fin de saison parce que la glace, ça n'existe plus. C'est ça qui est la problématique. Donc, des défis qui vont jouer du mois de décembre, du 30 décembre à peu près, jusqu'à fin mars. Ouais. Là, jusque-là, on parlait de la Coupe. Les règlements, est-ce qu'ils s'ajustent dans ces une vingtaine d'années qu'on vient de parler? Est-ce qu'ils s'ajustent? Parce que j'imagine qu'on a plusieurs ligues. Fait que là, dans chacune des ligues, il doit y avoir peut-être le règlement spécifique, puis on est obligé de s'ajuster encore. Ou on s'entend vraiment, on a des règlements uniformes dans toutes les ligues au Canada. À partir du 1886, à partir du Dominion Challenge, on va réécrire les règlements de 1877. Donc là, on va spécifier beaucoup de règlements, comme la rondelle, la grosseur de la rondelle, la longueur des bâtons, la grandeur des buts, et ainsi de suite. Donc là, on va avoir une standardisation du jeu où tout le monde va pouvoir donc s'appuyer sur ces règlements-là.
le jouer tel que décrit. Et en 87, on va encore rechanger un petit peu les règlements. On se rend compte qu'il y a des petites modifications à apporter. Mais les règlements sont la base des règlements de la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui. Okay? Exemple, une rondelle de 1886, c'est exactement la même rondelle que 2023. OK. Okay. La grandeur, la dimension, le composite de la rondelle, donc c'est du caoutchouc vulcanisé, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est les arêtes un peu, qui sont arrondies. À l'époque, sont vraiment droits. Ça, c'est un petit peu différent, mais je veux dire, fondamentalement, c'est la même rondelle. Tu peux prendre une rondelle de 1886 puis 2023, puis tu ne verras pas la différence. Okay. Ils ont arrondi parce que les gardiens, ils n'aimaient pas ça sur ça dans la face. C'est ça. Puis aussi, ils ont, sur le côté, ben, tu as des rainures là, sur la rondelle que tu n'avais pas à l'époque. Donc, la rondelle, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces rainures-là exactement? Ben, quand on a rajouté le tape sur la palette, c'est là que les rainures permettent une meilleure friction sur la palette. Alors qu'une rondelle qui est lisse, ben, elle va glisser carrément. Fait que ça, c'est les différences. Mais à l'époque, c'était un bâton de bois, puis il n'y a pas le tape, il n'y a pas pensé encore. Fait que ça, c'est des choses qui vont un peu modifier avec le temps, mais je veux dire, fondamentalement, la rondelle est exactement pareille. Le bâton, on va avoir un règlement qui dit qu'un bâton ne peut pas avoir plus que 3 pouces d'épais. Okay. Donc, tu peux jouer avec un manche 3 par 3. Si tu lis le règlement. Ça doit aller bien. C'est ça, mais c'est sûr que, regarde, le manche est beaucoup plus petit parce qu'il faut qu'il tienne dans la main. Mais la palette, c'est 3 pouces de hauteur. C'est toujours le même maudit règlement d'aujourd'hui. OK. Fait que ça, c'est des règlements fondamentaux qui sont restés. C'est sûr que là, la palette courbée, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, c'était un morceau de bois qu'on plie dans l'eau, qui forme un bâton. Après ça, on va avoir la composite, un manche puis une palette. Puis plus tard, ben là, on a tous les différents composites qu'on a aujourd'hui. Ouais, mais le bâton, fondamentalement, n'a pas changé. Si tu regardes les photos des années 1890, les photos de hockey, c'est exactement le même bâton. C'est 12 pouces de long, une palette. Ça n'a pas changé non plus là-dessus. On parle du bâton Micmac d'origine. Non, c'est plus le Micmac. Là. Non. C'est des bâtons qui sont fabriqués à Montréal par des compagnies des Lumber Company, là, comme ils appellent à l'époque. Donc, des compagnies de bois qui se spécialisent dans les bâtons de hockey. Okay. Il y en a en Ontario aussi qui vont faire leurs bâtons, et ainsi de suite. Fait qu'il va y avoir des compagnies qui vont commencer à sortir. Ça va faire une industrie du hockey qui va commencer à s'éclaircir. Même chose pour les patins. Là, on va fixer les lames sur les bottines. Donc, là, ça va devenir vraiment des patins modernes comme on connaît. Et on va faire même la protection des patins pour éviter les blessures. Donc, le bout du patin qui va devenir très dur. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui vont modifier. Donc, l'évolution est là. On va passer d'une lame, comme une lame de patin de fantaisie, là. C'est vraiment un bloc d'acier, au tube, patin à tube, qui va venir plus tard, à partir des années 1920. Et aujourd'hui, bon, on est les lames interchangeables avec un module de plastique. Là. Fait que, okay. Tu vois, l'évolution est là. Même chose pour d'autres règlements. Bah, le but va changer, il va passer de 6 par 6 et plus tard à 6 par 4. Donc, ça va être des règlements. Les règlements sont toujours là. Différence, bon, on passe de 7 à 6 joueurs plus tard. On va introduire les lignes sur la patinoire. Donc, on va admettre la passe avant avec les lignes. C'est ça le principe des lignes au départ. C'est d'admettre la passe avant. Donc, tu ne peux pas passer d'une zone à l'autre, mais tu peux passer à l'intérieur de la zone. OK. Au départ, tu n'avais pas autant de zones que maintenant non plus. Là. Non, il n'y avait qu'une zone. Non, mais après ça, ils ont séparé deux zones. C'est ça, on va faire peinturer les 2 lignes bleues. Ça veut dire qu'on va avoir exactement 60 pieds par zone. Parce qu'enlève les 10 pieds en arrière des buts. Ouais. Fait que ça te donne, à partir de la ligne des buts, tu as la ligne bleue, 60 pieds pour l'autre ligne bleue, puis un autre de 60 pieds pour
fait 180 pieds, puis c'est 10 pieds en arrière, 200 pieds. Ça, tous les cercles, les points, et ainsi de suite, c'est venu. Ça apparaît beaucoup plus tard. On va faire des points de mise en jeu, mais il n'y a pas de cercle. Donc, on va faire un point central. Imagine, tu as un point central, mais tu n'as pas de ligne rouge encore. Ouais. Fait que, puis plus tard, on va rajouter des points dans les zones. Puis quand on va inventer leur jeu, bien là, on va inventer aussi les points pour les mises en jeu. Oui, pour les mises en jeu ailleurs. C'est ça. On est dans une époque de révolution industrielle. Moi, quand je regarde là, les recensements là, de 1891, 1901, puis je regarde là, mes ancêtres, là, Joly, Béliveau, etc., Tremblay, etc. Pas mes ancêtres Tremblay, mais quand on regarde les Canadiens français à cette époque-là, ils sont soit très souvent agriculteurs. Ouais. Puis là, ben, de ce qu'on a compris, ça se passe pas mal en ville, ce que tu nous racontes là. Puis sinon, ben, ils sont ouvriers, puis ils travaillent à peu près 60 heures par semaine, si c'est pas plus. J'ai un doute que le soir, ça leur tente de jouer une petite partie de hockey là, à ce moment-là. Fait que j'ai comme l'impression de qu'est-ce qu'on raconte là, ça se passe dans une espèce de bourgeoisie, petite bourgeoisie, où est-ce que les gens ils ont du temps là, pour les loisirs. Là. Fait que quand est-ce que les autres, quand est-ce que les Irlandais, les Canadiens français arrivent dans le hockey? Les Irlandais vont arriver par un club qui leur est propre, les Shamrocks. Donc, ça va être le nom du club, qui est un club multisport, qui est créé en 1867 pour jouer à la crosse. Okay. C'est une classe ouvrière, vraiment, le Griffintown, ce coin-là, d'où ce qui vient. Et à partir de 1890, il y a un groupe des Shamrocks décide d'organiser une équipe de hockey et qui vont entrer dans l'Amateur Hockey Association et qui vont jouer pendant quelques années, ils vont disparaître, ils vont revenir en 1895 en remplacement des Crystals. L'équipe des Crystals décide de liquider au mois de février, en plein milieu de la saison. OK. Et la Ligue dit, ben regarde, on aimerait ça continuer notre calendrier. Comme il est prévu. Donc, les Shamrocks vont remplacer Crystals en milieu de saison. Et ils vont prendre 2 joueurs des Crystals, puis les mettre dans leur alignement, parce que les 2 gars voulaient continuer à jouer, mais les reste d'équipe ne voulaient plus jouer. C'est quoi les raisons? Ça, c'est une autre problématique. On ne l'a pas vraiment trouvé, les raisons pourquoi les gars ont lâché, mais c'est peut-être la raison, c'est parce qu'ils n'arrêtaient pas de perdre. Les Crystals, qui étaient une équipe championne au départ des années 1880, perdent leurs joueurs aux mains des Victoria, aux mains du M3A, et donc essaient de se renouveler, puis ils ne sont plus capables de fournir des bons joueurs au bout de l'année. Donc, décident de simplement liquider l'équipe, et on va les remplacer par Shamrocks, qui, la plupart, sont des joueurs de crosse. Et ils vont donc remplacer les Crystals en milieu de saison. Mais il y a un petit groupe qui arrive en arrière, qui sont encore étudiants au Collège classique. Parce que les collèges classiques de Montréal, à l'époque, ont une section irlandaise. Et tu as 2 collèges principaux, c'est Sainte-Marie et le Mont-Saint-Louis. Ils ne sont pas tellement loin l'un de l'autre aussi. Et ces jeunes-là irlandais organisent une équipe de hockey dans le collège. Là, les Irlandais, eux autres, ils étudient dans ces collèges-là, mais en anglais. En anglais. En anglais, dans un collège français. Ouais. Sauf qu'ils ont quand même des amis français, j'imagine. Sauf qu'ils partagent la même cour de récréation. Puis dans la cour de récréation, il y a une patinoire l'hiver. Fait que nos joueurs irlandais, ils arrivent avec leurs patins, leurs bâtons, leurs rondelles, puis commencent à jouer. Les autres, ils ont comme... Les autres, ils regardent, ils disent, on peut-tu apprendre à jouer avec vous? Et tu regardes l'alignement des équipes des collèges. 1894, c'est totalement irlandais. 1895, c'est encore irlandais. 1896, on voit un nom français apparaître. 1897, c'est moitié-moitié.
Puis 1898, ben, c'est totalement français parce que les Irlandais se fondent un nouveau collège qui s'appelle le Collège de Loyola. Fait qu'ils quittent Mont-Saint-Louis et Sainte-Marie et s'en vont au Loyola. Et donc, les équipes des collèges classiques deviennent totalement français. Mais il y a une base qui est là. Et dans cette base-là, tu regardes les noms des joueurs. Frank Tennessee au Mont-Saint-Louis. Harry Trey, Jack Brennan, Arthur Farrell au Sainte-Marie. Ces 4 gars-là, en 1899, gagnent la Coupe Stanley avec les Shamrocks. Fait que la base est là. Et ce qui est encore plus fun, c'est de voir comment ils ont gagné la Coupe. C'est Kyle Trey, c'est le boss. C'est le capitaine de l'équipe. Et Trey va inventer un nouveau jeu. Toujours avec la passe arrière. Okay, on joue toujours la passe arrière, il n'y a pas de ligne encore. Mais il va inventer une nouvelle façon de jouer qui va faire révolutionner le hockey. C'est qu'au lieu d'avoir un porteur de la rondelle qui fonce dans le tas, puis qu'on passe en arrière, lui décide, on attaque de front les 4 avant, parce qu'il joue à 4 avant, et on se passe. Et on ouvre carrément la défensive. Fait que là, on joue du homme pour homme de l'autre côté, puis ils ne sont pas capables de les arrêter. Ils ne sont pas habitués. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Eux autres se font des passes continuellement vers l'arrière. Fait qu'ils avancent comme ça, puis l'autre défensive, ben, au lieu de jouer en paquet comme ils sont habitués de jouer, ben là, ils se disent, hey, c'est qui le couvre, lui, là? Et là, ils sont obligés de s'ouvrir, et c'est comme ça que les gars vont gagner les coupes en 1899, 1900. Ils vont gagner ces 2 coupes de suite. On est rendu en 1900, là, puis on parle pas beaucoup. Les Canadiens français ne jouent pas encore beaucoup à ce sport-là. Là. Ben, c'est ça. C'est que les collèges classiques vont donc faire une ouverture du côté francophone. Et les joueurs du Mont-Saint-Louis vont se former une équipe qui va s'appeler le National. Mais à l'intérieur de cette équipe-là nationale, c'est moitié français, moitié irlandais. OK. Puis c'est tous les joueurs du Mont-Saint-Louis, c'est exactement la même équipe. Tu regardes les 2 segments, c'est exactement les mêmes. Et en 1898, il y a une nouvelle organisation qui se lance. C'est une équipe de... En fait, c'est un club de racketteurs, le Montagnard, qui décide de se lancer dans le hockey et qui, lui, va aller chercher les joueurs du côté du Sainte-Marie. Mais le Montagnard va faire quelque chose de plus. Il va se construire une patinoire au coin des rues Duluth et Saint-Hubert. Okay. Qui va s'appeler le Stadium plus tard, mais au départ, ça s'appelle le Montagnard, qui devient le lieu de rencontre pour les racketteurs, mais aussi pour les joueurs de hockey. Et donc, il va se construire une patinoire, il va se lancer dans des ligues, alors que le National ne joue que des parties hors concours. Et à un moment donné, les 2 équipes vont s'affronter. À partir de 1901, les 2 font partie de la Ligue intermédiaire, qui est l'avant-poste avant la Ligue senior pour jouer pour la Coupe Stanley. Et donc, les 2 équipes se retrouvent dans la même ligue. Et à partir de ce moment-là, le National, le Montagnard deviennent les 2 clubs principaux, mais aussi 2 rivaux. C'est intéressant à Montréal. C'est vraiment le fun de voir. Tu vois, 1895, c'est la première fois qu'on voit vraiment une équipe francophone. Et à partir de 1901, on est dans une grosse ligue. Fait que là, est-ce qu'on a les noms de ces joueurs-là, de ces premières équipes-là? On les a tous, sans exception. Moi, j'ai fait la recherche à travers, pour ma thèse. Ce que j'ai fait, moi, c'était à l'époque, retracer toutes les équipes de Montréal, puis autant que possible, tous les noms des joueurs. OK. J'ai un listing de 500 pages. OK. Fait qu'on a peut-être des auditeurs ici qui ont commencé à être des premiers joueurs là, du National ou du Montagnard. C'est pas impossible. Ces gars-là, il y en a qui ont fait une descendance après ça, mais bon. Il y a un joueur que je voudrais parler en particulier, c'est Théophile Viau. Théophile Viau, c'est un gars extraordinaire, pas au point de vue hockey, mais un gars qui est un très bon joueur. Mais c'est le fils de Télésphore Viau qui a fondé la compagnie Viau des biscuits. Mm-hmm. Et va donc remplacer son père plus tard comme président de la compagnie. Mais entre-temps, il est étudiant à l'Université de Montréal, mais il a commencé au Sainte-Marie, après ça, il va aller à l'Université de Montréal, étudier. Et il va continuer à jouer au hockey. Il va jouer pour les Shamrocks, entre autres, pendant 2 saisons.
Et tout en jouant au hockey, il travaille aussi à la compagnie de son père. C'est à temps partiel, il s'amuse, et il essaie de créer des biscuits. Et en 1901, il crée un biscuit qu'il va appeler Empire. OK. Puis, il amène ces biscuits-là qu'il invente dans des boîtes, puis il les amène au match de hockey et fait déguster par ses coéquipiers et même l'équipe adverse pour voir ceux qui préfèrent, ceux qui n'aiment pas. Parce qu'on a un focus group. C'est ça. Et ce biscuit-là, Empire, les joueurs l'adorent, mais il y a un défaut. C'est qu'il y a une guimauve à l'intérieur qui fond et qui dégouline quand tu le croques dedans. Fait qu'il va, ça va lui prendre plusieurs années avant de réussir à trouver la solution de la guimauve. Et il va changer de nom et il va s'appeler le Whippet. Donc, le Whippet, c'est inventé par un joueur de hockey. Lui, il a joué pour quelle équipe, Théophile? Il jouait à l'Université de Montréal, il a joué pour le National. Il a joué pour le National. Et ensuite, il a été demandé par les Shamrocks, d'abord comme remplaçant. Parce qu'après 1901, l'équipe championne disparaît. Tous les joueurs disparaissent et on va avoir une nouvelle génération qui rentre. Et là, on va chercher deux francophones, Théophile Villault, Louis Artubis, mais qui jouent aussi pour le national en même temps. Le national dans la Ligue intermédiaire sont les champions de la Ligue intermédiaire. Et les gars, il y a des règlements que tu n'as pas le droit de jouer plus que 2 matchs dans le senior, sinon tu restes avec le senior. Okay. Et les Shamrocks, je voudrais les garder avec eux, mais les gars disent non, on va jouer pour le national. Et ils vont se ramasser en finale de la Ligue, ils vont perdre, mais ils vont être quand même en finale de la Ligue. Okay. Et l'année suivante, ils vont jouer saison régulière avec les Shamrocks. J'ai une question qui s'en vient, puis là, justement, par rapport à ça, mais je pense qu'il faut qu'on passe à une étape, parce que là, on approche. Là, jusque-là, on est dans le sport amateur. Là. Il n'y a personne qui est payé. Ouais. On va peut-être payer des petites dépenses là, si on va jouer ailleurs, là, mais on n'a pas un salaire de joueur. Le hockey professionnel va apparaître là, début des années 1900 au Michigan. Si tu peux peut-être nous raconter les circonstances là, des débuts du hockey professionnel. Il y a une équipe du Michigan qui s'appelle Portage Lake qui va être organisée par un Canadien, un médecin qui s'en va travailler aux États-Unis, mais c'est un joueur de hockey aussi, et Dr. Gibson, et qui décide donc d'organiser une petite équipe-là qui va devenir professionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire des défis, mais avec de l'argent. Et décide d'appeler un paquet de ses amis canadiens. Ça vous tente-tu d'organiser une ligue aux États-Unis? Vous allez être payé. Et ça va devenir l'International Hockey League, qui va être une ligue professionnelle, la première ligue professionnelle officielle en Amérique du Nord. Il y a 6 équipes, dont une au Canada, alors que le Canada a interdit le hockey professionnel. OK. S'il y avait genre interdit, dans le sens qu'il y avait des règles, des lois? Ben, c'est-à-dire que si tu veux jouer pour la Coupe Stanley, il faut que tu sois amateur. Ah, OK. Dans le sens, tu ne peux pas participer à des tournois. OK. Comme les Olympiques à l'époque. Exactement. Et donc, ils vont 2 équipes à Pittsburgh, Calumet, Houghton, Portage Lake, Sault-Sainte-Marie, États-Unis et Canada. Parce qu'il y a 2 Sault-Sainte-Marie, un au Michigan. Donc, ça va devenir le Canadian Sioux et l'American Sioux. C'est comme ça qu'on appelle les 2 villes. Et donc, du côté canadien, ils vont avoir une équipe professionnelle, mais qui joue aux États-Unis. Okay. Donc, ces ligues-là vont être très bien organisées. Elle va durer jusqu'en 1907. Donc, elle va être créée en 1904. Elle va durer jusqu'en 1907. Donc, elle va durer 4 ans. Et ils font un raid, parce que les seuls joueurs qui existent à l'époque, ce sont des Canadiens. Donc, on appelle les gars à Montréal, à Ottawa, Québec, en Ontario, et on fait un raid complet. Les meilleurs joueurs s'en vont là, dont 2 francophones, Jack Laviolette, Didier Pitre, qui vont jouer pour l'American Sioux. Et qui vont devenir des grandes vedettes. Ça, c'est des noms qu'Éric a déjà mentionnés dans ses podcasts, qui parlent de l'histoire du Canadien de Montréal, qu'on va probablement voir plus tard. Là. Puis ça, c'est 2 copains
depuis 1902, ils jouent ensemble. Ils sont à Valleyfield. La Violette est née à Belleville, en Ontario. Mais très jeune, elle a déménagé à Valleyfield. C'est là qu'ils vont rencontrer Didier Pitt, qu'ils vont commencer à jouer ensemble. Et ils vont se suivre à peu près toutes les années jusqu'à la fin de leur carrière respective. Il y a quelques années, comme 1909, que Pitt joue à Renfrew, puis la Violette joue avec les Shamrocks à Montréal. Mais autrement, là, ils sont vraiment copains-copains. S'il y en a un qui s'en va ailleurs, l'autre s'en va là aussi. Okay. Ils suivent carrément. Oui, bien ça m'amène à mon autre question, justement. Je voulais qu'on parle de ces deux joueurs-là. Puis là, écoute, moi, j'ai un questionnement. On disait, on est en 1902-3, qui jouent déjà ensemble, ces deux-là. Mais en 1895, les Canadiens français ne jouent pas au hockey. Ils commencent à jouer au hockey. Officiellement mais ça ne joue pas à Valleyfield, là, encore. Non. Avant que ça arrive à Valleyfield, ça prend une couple d'années, j'imagine. Ouais. Fait qu'on s'entend que ces deux gars-là, ça ne fait pas 20 ans qu'ils jouent au hockey quand ils sont engagés professionnels. C'est quand même ça fait peut-être 4-5 ans qu'ils jouent. Ça fait 4-5 ans, puis ils sont déjà vus comme des vedettes. Ouais. Oublie pas, les collèges classiques, c'est la pépinière du hockey francophone. Pas juste à Montréal, là, mais partout. L'idée de faire du sport, c'est dans les collèges. Le baseball a commencé dans les collèges classiques dans les années 1870-1880 au Québec. Donc, les collèges classiques, c'est une pépinière de sport. Et parce que aussi, il ne faut pas oublier, les collèges classiques, c'est la bourgeoisie. Donc, c'est pas les classes ouvrières. Mais ça va commencer à s'étendre un peu partout à travers le Québec. Donc, on commence à Montréal, mais on s'étend un peu partout. On en retrouve à Sherbrooke, on en retrouve à Trois-Rivières, du hockey. Autour de 1900, déjà, on voit du hockey qui joue un peu partout à travers la province. Fait que c'est sûr que Valleyfield, étant proche de Montréal, est influencé aussi des collèges. Puis, il ne faut pas oublier, mais les ordres religieux eux-mêmes se lancent des défis. Les Oblats d'un côté, les Jésuites de l'autre, ainsi de suite. Donc, tu as toutes sortes d'organisations qui se font. Et ensuite, inter-ordre religieux aussi. Mais à Montréal, le Mont-Saint-Louis, c'est les Oblats, puis le Sainte-Marie, c'est les Jésuites. Donc, c'est sûr que les deux s'affrontent, parce qu'ils sont pas loin l'un de l'autre. Mais en même temps, ils vont aller chercher ailleurs les auteurs du religieux qui sont dans leur domaine. Fait que, c'est toute une organisation non organisée. Ouais. C'est des défis qu'on se lance l'un à l'autre, puis on va faire la même chose au niveau universitaire. En 1900, tu as l'Université de Montréal, l'Université Laval de Montréal, qui lance un défi à l'Université Laval à Québec. Okay. Fait que ça aussi, ça va s'organiser. Donc, le sport va être un moyen de rencontre entre les différents instituts scolaires. Fait que ça va aider. Et c'est peut-être là que nos amis Pitt et la Violette, avec le Collège de Valleyfield, sûrement, ont dû commencer. Ça, il faudrait le vérifier. Moi, j'ai travaillé sur Montréal, mais c'est sûr que Valleyfield, étant pas loin, il y a une influence notable. OK, parce que de mémoire, je pense que Jack est 2 ou 4 ans plus vieux que Didier Pitt, je pense. Fait que, tu sais, je veux dire, quand même, 2 ans, c'est ça. Fait que Didier est encore plus jeune. Faut quand même être des athlètes là, exceptionnels. Parce que, bon, il faut comprendre, à ce temps-là, les gens, c'est pas comme aujourd'hui. Le gars qui joue au hockey, il joue au hockey. Le gars qui joue au baseball, il joue au baseball 11 mois par année. Dans ce temps-là, les gars jouaient au hockey l'hiver, ils jouaient à la crosse l'été, ils jouaient à d'autres sports. Là. C'était des athlètes, des sportsmen. Là, ils étaient pas de la Violette avait aussi un autre sport de prédilection qui était la course automobile. C'est le début de l'automobile en même temps, puis il y a des compétitions qui s'organisent. Mais Pitt n'a pas embarqué là-dedans, là. En tout cas, à ce qu'on sache. Mais fait que là, le hockey professionnel s'organise aux États-Unis. Tu disais que il venait chercher des joueurs au Canada, à Montréal, Ottawa, un peu partout. J'imagine que les clubs amateurs, ils ressentent un petit peu de pression là, par rapport à ça. Il faut qu'ils réagissent. C'est ça. Tu sais, quand ton joueur étoile s'en va, ça cause des problèmes. Exemple, le National en 1904,
ont engagé Didier Pitt. Après 2 matchs, Pitt s'en va aux États-Unis. Tu sais, il s'en va rejoindre son copain Jack à Sault-Sainte-Marie, Michigan. Fait que là, le national décide de jouer un autre match, puis après ça, ben, on déclare faillite, on n'est plus capable de jouer. Notre joueur étoile est disparu, puis on n'est pas capable de gagner. Fait qu'après 3 matchs, le national quitte la Ligue. Donc, ils sont dans la Ligue senior à ce moment-là. Fait que c'est bien dommage, mais ça a été la fin du hockey professionnel. Pas professionnel, mais de haut niveau quasiment pour les francophones. Malgré qu'il y a le Montagnard qui va continuer dans une autre ligue, qui est la Ligue fédérale, qui elle aussi joue pour la Coupe Stanley. Mais disons qu'il y a eu beaucoup de problèmes, surtout avec Cornwall. Parce que le président de la Ligue, c'est aussi le président de Cornwall. Et il veut que son équipe gagne. Et en 1907, c'est le Montagnard qui gagne le championnat. Sauf que Cornwall a mis des protets contre le Montagnard, disant qu'il y avait des joueurs illégaux, que des matchs, il n'aurait pas dû gagner. En tout cas, toutes sortes de simagrées. Fait que le Montagnard dit de gagner, on s'en va. Fait que Cornwall devient champion de la Ligue par défaut. Envoie un défi. Les fiduciaires, connaissant la Ligue, ont dit non, on refuse le défi. Fait que le Montagnard aurait pu jouer pour la Coupe Stanley en 1907. Oh, quand même. C'est un peu dommage, là, mais il n'aurait peut-être pas gagné contre Ottawa, mais quand même. Ou les Wanderers à ce moment-là. Mais quand même. OK. Puis le hockey professionnel, quand est-ce qu'au Canada, on commence là, à payer un joueur? Officiellement, c'est 1906. Okay. Officieusement, c'est 1904. Puis on peut même monter un petit peu avant aussi. C'est que quand tu lis les règlements sur l'amateurisme, puis que tu joues à un moment donné, n'a pas le droit de jouer sous un faux nom, tu dis OK. Puis il y a une ligue, mais ça c'est beaucoup plus tard, mais en 1914, que 2 équipes sont complètement mis de côté parce que tous les joueurs, c'est des faux noms. Puis ça, c'est quand même le fun parce que dans le journal, ils sortent les vrais noms et les faux noms. Et ça, c'est quoi? C'est qu'ils ont des surnoms ou c'est qu'ils n'utilisent pas leur vrai nom? Ils n'utilisent pas leur vrai nom, ils utilisent vraiment un faux nom qui peut exister. OK, c'est pas genre Butch Bouchard ou... Non, c'est des vrais noms, là. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette listing-là, c'est que tu as un anglophone qui joue sur un faux nom francophone. Pour avoir l'air hot. Il est sûrement bilingue, là. Je peux pas croire qu'il utilise un faux nom français puis qu'il parle pas français, tu sais. Mais c'est quand même assez spécial. Mais ça, c'est un des règlements. L'autre règlement qu'on va sortir, c'est ne pas le droit d'être compensé pour les heures perdues de travail pour aller faire des compétitions extérieures. Pas le droit de vendre ses prix. T'sais, on voit ça, là, Jean Béliveau, Guy Lafleur qui vendaient leurs trophées. Mais au point de vue amateur, tu n'as pas le droit de vendre tes médailles, des choses dans le genre. Donc, il y a toutes sortes de règlements qui vont sortir comme ça, qui vont faire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont essayer de les contourner. Et, un des bons exemples que je donne à mes étudiants, tu as fait un match hors concours à Sherbrooke. Là, tu as trouvé un joueur vedette. Tu le fais venir à Montréal, sauf que tu vas lui promettre une job, puis tu vas le faire jouer sous un faux nom. Okay. Pas qu'il soit reconnu. À Sherbrooke, tout le monde le connaît, mais personne ne le connaît à Montréal. Ah, OK. Fait que tu l'emmènes comme ça. Un des bons exemples, c'est Cyclone Taylor, qui va être un des premiers joueurs professionnels au Canada, qui se fait promettre une job à Ottawa. Il vient de Toronto, je pense. Puis ils vont l'emmener à Ottawa, puis ils vont lui promettre une job dans le gouvernement fédéral. Fait qu'officiellement, il est fonctionnaire. Mais officieusement, c'est un joueur de hockey. Il fait ça comme job première, c'est joueur de hockey. OK. Et comme ils ne peuvent pas y payer un salaire, fait qu'ils donnent une job de fonctionnaire où ils vont avoir un salaire, mais qui ne travaillent pas directement au gouvernement. C'est un peu comme l'armée rouge là, dans le temps, les Russes. Là, exactement. Les gars sont soldats, mais ils jouent au hockey, puis on détourne là, le fait qu'ils sont amateurs là, de cette façon. Ouais.
que Taylor va être un des premiers joueurs professionnels quand la Ligue va devenir semi-professionnelle à partir de 1907. C'est que les Wanderers ont gagné la Coupe en 1906 et le lendemain de leur victoire, se déclarent professionnels. Ils disent « on fait de l'argent ». Et là, la Coupe Stanley devient professionnelle. Sauf parce que le Wanderers a décidé qu'ils sont détenteurs de la Coupe, c'est ça? Oui, parce qu'ils disent « regarde, on payait nos joueurs ». Fait que là, ils déclarent officiellement. Ils payaient déjà, puis ils disaient juste pas. Oui, exactement. Et donc, c'est un secret de polichinelle qu'on savait qu'il y avait des joueurs payés. Mais là, ils vont le déclarer officiellement le lendemain de la Coupe. Et donc, maintenant, pour jouer pour la Coupe Stanley, il faut que tu sois professionnel. C'est parce que les fiduciaires vont accepter le fait que l'équipe est professionnelle. Parce qu'ils auraient pu dire, on retire la Coupe, on la garde amateur. Mais on dit non, on va vous la laisser et on va lancer le hockey professionnel. Fait que tous les gars qui étaient aux États-Unis, dans la Ligue internationale, reviennent. Et donc, la Ligue va tomber aux États-Unis. À partir de ça, à partir de 1907, va tomber. Et donc, tous les joueurs vont venir. Donc, les Laviolette, Pitt, entre autres, vont venir à Montréal. Ils vont aller jouer avec qui, Pitt et Laviolette? Ils vont jouer avec les Shamrocks. C'est l'équipe la plus proche des francophones. C'est vraiment les Irlandais. Les Anglais, disons, qui n'ont pas beaucoup de Français dans leurs équipes. C'est très, très rare. Donc, on va aller ramener tous ces joueurs-là qui étaient partis. On va les ramener au Bécaye. Et on va donc s'amuser à faire du hockey semi-professionnel. C'est qu'il y a deux équipes qui se déclarent totalement amateurs. La M3A et Victoria. Sauf que j'ai fouillé les archives du M3A et en 1907, ils payent un joueur. Ah. Puis c'est déclaré dans les états financiers de l'équipe. Puis avec un autre joueur. Ah ouais. Et ils se déclarent amateurs. Ils se déclarent carrément amateurs parce que dans les journaux à l'époque, on a la liste des joueurs et ceux qui sont professionnels et amateurs. Donc dans les mêmes équipes, tu peux avoir des amateurs et des professionnels. Mais il faut que tu déclares le statut de chacun des joueurs. Et donc, c'est vraiment le fun de voir donc, ces listings-là. Et c'est là qu'on dit M3A Victoria, on est totalement amateur. Et là, quand dans ton équipe, tu as du monde qui sont payés et d'autres qui ne le sont pas, c'est-tu parce qu'ils apprennent qu'ils sont moins bons pour remplir ou c'est parce qu'il y en a juste qui disent moins? Parce que tu as des très bons joueurs amateurs qui restent amateurs. C'est que les gars disent, regarde, j'ai pas besoin d'argent, j'ai assez d'argent familial ou quoi que ce soit, tu sais, un héritage. Ouais, on parle de bourgeoisie. Ou il y a un job, tu as un job qui permet de vivre. Alors que d'autres, c'est de la classe ouvrière, puis ils ont besoin de cet argent-là. Ils peuvent continuer à travailler aussi, là, mais ils ont vraiment besoin de cet argent-là. À cette époque-là, est-ce que c'est mal vu d'être payé pour faire une partie de quelque chose, c'est pour faire du sport? Ben, tu vois, il y a un surnom à l'époque, on les appelle les prostituées du sport. Ceux qui sont payés, qui sont professionnels, c'est vraiment là, parce que la classe bourgeoise élite ne veut pas faire de sport professionnel, malgré qu'ils vont en faire quand même. C'est des hypocrites, d'une certaine manière. Mais le terme qui va sortir, c'est les prostituées du sport. Parce il disait comme ça en français ou c'était plus des expressions anglaises parce que c'était beaucoup des bourgeois anglophones? C'est vraiment anglais, c'est des prostitutes of sport, c'est comme ça qu'on va les appeler. Donc on traduit ça en français par des prostituées, mais c'est vraiment la terminologie qui est utilisée. Mais ça va durer quelques années seulement. C'est qu'entre-temps, en dehors du hockey, il y a ce qu'on appelle la guerre athlétique. Elle a commencé en 1906, officiellement en novembre 1906, qui va se terminer en 1909, au mois de mars 1909.